Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture spécial mois de la fantaisie. Et donc on va lire intégralement que de la fantaisie. J'espère qu'on va pouvoir explorer ensemble plein d'univers hyper intéressants. Alors, c'est un peu un vlog urgent parce que du coup, le mois de la fantaisie c'est tout le mois de mai. À l'heure où je vous prends, on est le mercredi 13 mai, donc on est mi-mai. Et je n'ai validé qu'une seule catégorie. En fait, j'ai lu 3 livres, mais c'était 3 livres que j'avais mis dans une seule catégorie. Et Et ensuite, j'ai 3 autres livres à lire, mais ce sera seulement pour une seule catégorie. C'est toute intégrale de la saga de Sœurs de Sang. Là, je suis au tome 1, donc il faut que je me magne. Oh, bref, voilà, je me suis tiré une balle dans le pied en organisant ma palle comme ça, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, hein. Mais le but de ce vlog, c'est d'avancer un max, de cocher un maximum de catégories. J'espère au moins 3. Vraiment, ce serait l'idéal. Voilà pour ma pile physique que j'aimerais lire dans ce vlog. Il y a également une palle numérique. Donc ici c'est Le Chant de la Lionne et du Dragon de Mathieu Madiel, publié chez Héron d'Argent. Et là La Rage des Dragons de Evan Wimper, publié chez Rivage. Et pour ma palle numérique, ce sera surtout de la fantaisie vietnamienne. J'espère au moins lire 3 livres, ce serait cool. Et j'ai très hâte parce que ce sont des univers qui m'intriguent. Je connais pas grand chose, donc on va découvrir tout ça ensemble. Et voilà, j'espère vraiment que ce vlog, je vais pouvoir sortir à temps pour le mois de la fantaisie. Et sans plus tarder, je vous laisse parce que là je commence à avoir faim. Je reprends, on est le dimanche 17 mai et on est à plus de la moitié du mois de la fantaisie, mais j'ai enfin validé ma deuxième catégorie. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais viser 6 catégories de valider. Parce que il y a des romans, il y a des catégories où j'aurais pas le temps. Vraiment, j'aurais pas le temps. Je les ai même pas sous la main et j'ai pas forcément le temps d'aller les chercher. Tant pis. Mais du coup, j'ai lu Le Chant de la Lionne et du Dragon de Mathieu Madiel, publié chez Héron d'Argent. Alors, alors, c'est un livre que je vous conseille, mais je sais pas comment dire. L'histoire. En gros, on va suivre Eva, qui est une jeune fille qui est considérée par plein de gens comme une héroïne parce qu'elle a réussi à vaincre un dragon, en tout cas à faire fuir un dragon à un très jeune âge. Et sauf que cet incident a laissé en elle quelques séquelles, quelques traumatismes qui sont vraiment négligés dans l'histoire qu'on dépeint autour de sa légende, autour de son héroïsme. Et du coup, elle se sent un peu déshumanisée par rapport à ça. Elle a également le syndrome un peu de l'imposteur parce qu'elle se dit elle se reconnaît pas dans cette image de grandeur qu'on lui donne. Tout ça, ça se déroule dans un monde où on a 2 royaumes, le royaume du soleil et le royaume de la lune, qui fonctionnent en décalage. Genre le royaume du soleil vit le jour et le royaume de la lune vit la nuit. Et Eva, elle est dans le royaume de la lune. Et ce sont 2 royaumes qui ont également quelques frictions, qui sont en tension. Et ce sont des tensions qui vont s'exacerber parce que les héritiers et héritières des 2 royaumes vont être enlevés ou kidnappés, en tout cas ils vont disparaître. Donc chaque royaume va rejeter la faute sur l'autre royaume. En l'occurrence l'héritier du royaume de la lune, c'était l'ami d'enfance de Eva, et donc il a disparu. Et la princesse du royaume du soleil, elle aussi avait disparu. Et ensuite Eva, elle va les rencontrer, elle va les retrouver, et elle va découvrir qu'ils ont tous les deux subi une sorte de malédiction. Et donc Eva, au nom de la paix et pour sauver ses amis, elle va s'engager dans une sorte de mission pour essayer de lever le mystère et de trouver le coupable qui a jeté ce sort pour notamment aggraver les tensions qui existent entre les 2 royaumes. Voilà pour grosso modo l'histoire. Alors, faut pas s'attendre à une fantaisie qui soit hyper développée, parce que c'est vraiment pas l'objectif de l'autrice, mais il y a quand même des détails qui sont assez suffisants pour donner un charme assez cool au récit. C'est également une réécriture de la légende, alors je la connaissais pas du tout, c'est un conte des Grimm, le conte de la fauvette qui saute et qui chante. Donc je connaissais pas du tout, mais à la fin il y a le conte pour qu'on puisse comparer avec cette réadaptation par l'autrice, donc ça c'était cool. Mais comme j'ai dit, en fait c'est une histoire surtout centrée sur les personnages, sur leur évolution personnelle, psychologique, sur leur épanouissement progressif et sur l'amitié qui les unit. On a beaucoup de messages d'ouverture d'esprit, de tolérance et d'affirmation, d'acceptation de soi. Par exemple le fait de ne pas minimiser nos souffrances en les comparant avec les autres, parce que chaque souffrance est légitime, même si voilà ça a des degrés différents, mais on a le droit de les exprimer et on a le droit de faire valoir, parce que s'il nous faut souffrir, c'est pour une bonne raison. Par rapport à Eva notamment, elle du coup elle se reconnaît pas dans l'image d'héroïsme que
elle semble le renvoyer aux autres. Et du coup, elle va pas mal minimiser ses actes héroïques. Elle va se mettre beaucoup la pression pour être une héroïne sans forcément considérer les petits actes de bravoure et de gentillesse qui sont également des actes héroïques. Parce que voilà, ce sont des actions qui sont normales, genre le fait de venir au secours de tes amis. Mais en fait, non, c'est dans ça que réside le véritable héroïsme au quotidien. Et du coup, ça montre à quel point le jugement extérieur, ça peut te déshumaniser et qu'au final, faut pas vraiment y prêter de l'importance et de l'attention parce que bah, sont des gens qui te connaissent pas vraiment, alors que tes proches, la manière dont ils te perçoivent, c'est beaucoup plus sincère et ça renvoie une image plus juste de qui tu es vraiment et de ton héroïsme. Et autour de Eva, du coup, on a tout ce processus de reconstruction, de la culpabilité du survivant aussi, parce qu'elle va subir, elle va s'engager dans des guerres où voilà, elle va réussir à survivre, mais elle va essuyer des pertes et du coup, elle va se remettre en question. Du coup, c'est assez lourd. Enfin, vraiment, au début, je m'attendais pas parce que les scènes qui sont quand même assez difficiles où tu te mets à sa place, où t'es plongé dans l'horreur de la guerre. Voilà, t'es complètement déboussolé. C'est pas glorifier la guerre. Enfin, le fait de prendre une vie, le fait de tuer au nom d'un royaume, genre, c'est pas considéré comme quelque chose de foncièrement héroïque parce que bah, au final ça te déshumanise également et puis tu t'en prends à des gens qui ils ont pas demandé non plus à être là, c'est au nom d'un devoir qui les dépasse. Et du coup je trouvais que c'était cool ce genre de perspective plus terre à terre par rapport à l'acte de tuer parce que voilà dans les récits de fantasy et tout, l'acte de tuer ça peut être assez normalisé en quelque sorte. Et là donc on se plonge dans la vulnérabilité de Eva en tant que jeune guerrière. Genre elle aime se battre pour protéger les gens, c'est ce qu'elle fait de mieux, mais du coup ça vient avec son lot de traumatisme. Et puis ça rappelle comment on devrait prendre la distance par rapport à des problèmes qui nous dépassent, face à quoi on peut rien faire, par exemple le jugement extérieur, genre ça dépend des gens, ils sont l'image de nous, mais si c'est pas quelque chose que nous on a encouragé, c'est juste eux, bah voilà, enfin on peut pas vraiment influencer sur ça. Également au niveau de l'amitié, comment construire une relation qui est saine, notamment le fait de ne pas forcer la communication, le fait de rester indulgent, de ne pas forcer les limites de l'autre pour par exemple le forcer à se confier sur ses problèmes et tout, mais comment montrer qu'on est quand même là et que notre compagnie, ça peut être un réconfort suffisant pour l'apaiser. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est le fait d'être héroïque en quelque sorte, d'être courageux, d'être fort, forte, mais à travers ce genre de petites actions. Et c'est mis en avant dans les relations familiales parce que l'héroïne elle est très proche de sa famille et ça c'est super cool. Également du coup de ses amis. Donc voilà, j'ai le fan art qui était avec le livre. Donc là on a Eva, là on a Hugo qui est son ami d'enfance, et là on a Clarissa qui est la princesse du soleil. Et du coup voilà, on sent qu'ils sont très proches, il y a une certaine douceur, une certaine affection qui s'en dégage. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie d'acheter le roman, c'est que l'autrice, quand du coup je l'ai vu en dédicace, elle m'a dit que ce serait l'amitié au centre du récit, que c'était plus important, que pour elle c'était très important de mettre à l'honneur ce genre de relation qui est souvent sacrifiée au détriment de la romance. Après, elle m'avait certifié que ça allait être platonique, mais en fait il y a une romance lesbienne entre Eva et Clarissa. Bon voilà, donc je me suis sentie un peu entre guillemets trahie, mais c'est une romance lesbienne, donc je me suis dit vas-y je lui pardonne. Et puis c'est mignon et c'est surtout l'amitié qui est développée entre elles deux. Donc voilà, parfois voilà, il y a des petites touches d'affection où ça les émoustille et tout, mais ça va, c'est pas trop prononcé, c'est vers la fin où ça se concrétise réellement. Mais en fait, mon problème, c'est que la manière dont l'amitié est dépeinte, en fait, c'est très beau, comme j'ai dit, il y a de très bons messages, et tu sens que l'autrice a pris un soin pour mettre en avant tout ça. C'est juste que je trouve qu'elle... Je vais paraître comme une rageuse et trop difficile, mais pour moi, c'était trop démonstratif. C'était beaucoup dans les gestes, beaucoup dans... En fait, il y avait trop de scènes de manière répétitive où il y avait des débordements d'affection physique, verbale. Et moi, je préfère quand c'est plus tempéré, quand c'est moins répétitif. Enfin, pour moi, c'était trop, entre guillemets, mièvre, malheureusement. Et du coup, bah, ça enlevait un peu du charme parce qu'au final, c'était très redondant pour moi. Ça me sortait un peu de l'histoire. C'est peut-être moi qui suis pas assez sensible, hein. Vraiment, ça dépend de la sensibilité de chacun, de chacune. Mais du coup, ça rend le récit, je pense, très réconfortant. Enfin, tu sens que c'est une bulle de safe place, en fait. Mais pour moi, c'était trop. Voilà, malheureusement. Et voilà, en fait, pour moi, il faut un équilibre, mais c'est vraiment subjectif. Vraiment, je dis pas que c'est nul. Et objectivement, je suis reconnaissante envers l'autrice d'avoir mis en avant l'amitié ainsi. Mais la manière dont c'était peinte, ça m'allait pas, enfin, ça convenait pas à mes goûts et à ce que j'attendais. Et surtout, les choix de la fin.
Euh, En fait, c'est contradictoire, mais j'ai détesté la fin. Voilà, j'ai détesté une partie de la fin. C'est pas que c'était mauvais, vraiment, au niveau des messages et tout, ça restait cohérent, mais au niveau d'un choix narratif, j'ai détesté parce que ça me rappelait en fait, c'est paradoxal parce que je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, l'amitié est au centre du récit, mais la fin, ça m'a rappelé cette hiérarchie qu'on garde entre la romance et l'amitié, et je dirais pas plus pour pas vous spoiler évidemment, mais par rapport à l'amitié, j'ai été très déçue. Voilà. Et c'est horrible parce que tout du long, tu vois, même si j'étais pas trop dedans à cause de tout ce que je vous ai dit, mais je me suis dit, ouais, c'est beau et tout, mais à la fin, j'étais en mode, mais non, je me suis sentie délaissée. Enfin, ça m'a rappelé ouais, des choix narratifs dans d'autres romans où la romance prédomine et l'amitié, c'est plus secondaire, alors que bah, c'était pas les vibes dans tout le roman là. Donc voilà, j'ai été frustrée, vraiment très frustrée. Mais bon, mais j'aime beaucoup le fanart. Voilà, donc je sais pas. C'est un roman que je vous conseille vraiment parce que si vous aimez ce genre d'histoire, on est centré sur des personnages qui font du bien, qui respirent la bienveillance, la tolérance, l'amour avec un grand A. Franchement, vous allez passer un bon moment. Et je trouve que c'est une lecture qui est très printanière, c'est très rafraîchissant au niveau de ses vibes avec les personnages, donc je vous le conseille. Et comme ça, on pourra en parler par rapport voilà, à vos attentes et comment vous avez réceptionné en quelque sorte le portrait de l'amitié. Est-ce que c'est moi qui suis trop rageuse? C'est sûrement ça, hein, vraiment. Mais dans tous les cas, franchement, bravo à l'autrice d'avoir écrit ce roman. Même si ça s'est fini pour moi sur une touche ouais. Voilà. Pour la prochaine lecture, je pense que je vais partir sur une fantaisie vietnamienne parce que j'ai bien envie. J'ai bien envie là. En fait, le truc, c'est que j'ai du mal à gérer un peu mon emploi du temps parce que j'ai envie d'avancer dans ma broderie. J'aime trop ce projet. Il y a aussi d'autres vidéos qui me tiennent à cœur. En fait, là, j'essaye de poster régulièrement, mais pendant quelques semaines, en tout cas pendant le mois de mai, poster 2 vidéos par semaine. Mais du coup, ça prend du temps parce que ce sont des vidéos qui demande pas mal de travail. J'ai envie de faire, bah là je suis en train de travailler sur ma vidéo sur mes 3 livres préférés de tous les temps et j'ai envie de faire de mon mieux pour qu'elle soit réussie, en tout cas à mes yeux. Et en plus, ce truc c'est que je présente seulement 3 livres, enfin 3 et demi, enfin vous verrez. Et je crois qu'elle dure presque 1 heure. Et je mais pourquoi j'ai autant parlé pour 3 livres? Après, c'est parce que ce sont les livres emblématiques de ma vie, tu vois, de toute ma vie ever. Mais quand même, pourquoi je parle autant? Et du coup, bah, ça demande beaucoup de temps au niveau du montage. Et là, je suis en train de préparer le texte pour ma vidéo coup de cœur sur The Poet Empress de Shentao, qui est mon dernier coup de cœur. Et j'avoue que ça me paralyse, ça m'intimide parce que du coup là j'ai rassemblé mes idées, j'ai organisé, mais je sais pas comment faire le texte parce que forcément ce sera scripté parce que j'ai envie que ce soit bien construite en fait. Voilà, je vais quand même laisser une part de spontanéité évidemment et ça se peut que je vais improviser parce que emportée dans ma passion, dans mon amour pour ce roman-là, bah, peut-être que je vais improviser et ce sera cool également. Mais j'aimerais avoir un texte sur lequel m'appuyer et je suis intimidée à l'idée de m'y lancer. Mais je pense qu'une fois que je serai dedans, ça va couler tout seul. Mais c'est juste que ouais, c'est le temps de m'y mettre. Un peu, ça prend du temps du coup. Et j'aimerais, là on est le dimanche 17 mai, j'aimerais le sortir peut-être pour le dimanche prochain, mais je pense que j'aurai pas le temps parce que j'ai même pas encore écrit le texte. Il va falloir que je tourne, que je monte. Ça va être un peu chaud, surtout que là du coup je suis sur l'autre vidéo. Bref, ça va être compliqué pour les 2 dernières semaines du mois de la fantasy si je veux lire un maximum pour remplir un maximum de cases et en même temps faire tout ça avec les vidéos, avec des autres trucs et tout. Bref, de toute façon, on verra. Je retrouve, on est le mardi 19 mai et j'ai validé une 3e catégorie du mois de la fantasy avec un roman qui est assez court à lire, c'est un roman jeunesse slash très young adulte. C'est le roman The Crossbow of Destiny de Brandon Hwang. C'est une fantasy vietnamienne. Donc en gros, on va suivre Freddy, qui est une jeune adolescente vietnamienne qui a déménagé aux États-Unis avec sa mère à l'âge de 5 ans. Et depuis, elle a plus trop pratiqué le vietnamien. Et là, elle va passer 2 semaines au Vietnam. Donc elle va retrouver la famille maternelle avec sa cousine notamment, avec qui elle est assez proche. Sauf que maintenant, elle a un peu plus de mal à communiquer. Voilà, le vietnamien lui vient pas de manière très fluide et elle se sent un peu honteuse. Elle revient notamment au Vietnam pour une occasion spéciale, c'est pour une cérémonie en l'honneur à son grand-père qui est un chercheur. Et donc voilà, ça va être une cérémonie pour célébrer un peu ses accomplissements dans la recherche. Il est chercheur notamment dans les études de compte.
je sais pas trop comment dire, genre des histoires, des légendes mythologiques autour du Vietnam. Il va notamment avoir un conte qui va prendre vie, qui va susciter des tensions dues à des convoitises, dues à des héritages. En fait, c'est une fantaisie vietnamienne, mais la fantaisie est très secondaire. Elle est mise en avant aux trois quarts du récit. Et en fait, tout du long, c'est plutôt une immersion dans la culture vietnamienne à travers les yeux de l'héroïne, du coup, qui baigne dans une culture mixte, qui a pas trop côtoyé la culture vietnamienne depuis des années. Et on va voir comment elle essaie de renouer avec tout ça, comment tous ses souvenirs vont lui revenir et comment ça peut imprégner sa mémoire. Et au niveau ouais, de ses sentiments, de ses sensations, c'était assez réaliste et c'était assez juste dans leur description. Genre on a plusieurs anecdotes culturelles sur également la conduite un peu des Vietnamiens ou dans une dynamique de famille vietnamienne. Genre par exemple au niveau des marques d'affection, en fait, les Vietnamiens, ils ont une façon assez particulière de faire des bisous. En fait, c'est pas vraiment un smack, c'est le fait de respirer la peau de la personne. Pendant longtemps, je pensais que c'était juste pratique de ma maman quand elle le faisait. Et en fait, non, c'est vraiment un bisou typique vietnamien et du coup, donc ça m'a un peu fait sourire. Autre chose qui m'ont fait sourire dans une autre dynamique, ce sont les remarques qui sont trop franches, genre les remarques sur ton physique, ton intellect et tout. Bon, c'est... Ça, bon, ça fait mal, mais d'un côté c'est un peu rigolo. Il y avait également des petits mots de vocabulaire en vietnamien et comme là je suis en train d'apprendre le vietnamien écrit parce que je l'ai jamais pratiqué, bah du coup j'ai essayé un peu de déchiffrer, de deviner le sens des mots, donc ça c'était cool. Et en fait, genre pendant longtemps, pendant un long moment, durant le début, je lisais mais j'ai oublié que c'était censé être une fantaisie. Du coup je me laissais juste porter par la culture, par le fait que ça me donnait trop envie d'aller au Vietnam parce que je suis vietnamienne mais je suis jamais allée au Vietnam et j'aimerais beaucoup évidemment. C'était très touchant le ressenti de l'héroïne, du coup comme je l'ai dit, elle vient d'une culture un peu mixte. C'est plus un récit initiatique, un récit on suit son parcours, son évolution plutôt qu'une fantaisie parce que du coup la fantaisie ça permet de la mettre à l'épreuve, de mettre en avant un peu la manière dont elle peut agir, elle peut être en contact avec sa cousine qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, mais avec qui elle se sent proche, mais après elle va voir au contact de sa cousine qu'il y a des choses qui vont évoluer et qui vont changer leur relation. Puis ouais, c'était poignant quand même de voir que voilà, elle a baigné dans cette culture et des choses qui lui reviennent, mais pas forcément la langue, et qu'à cause de cette barrière linguistique, et bah elle se sent plus trop à sa place. Et alors qu'elle sent qu'elle est vietnamienne et que voilà, il y a des attaches et qu'elle se sent comme chez elle, mais à cause du fait qu'elle a du mal à communiquer, à comprendre parfois, et bah elle sent qu'il y a comme une barrière entre sa famille maternelle et elle. Et puis je me suis tellement reconnue en elle parce qu'en fait plus je grandis et plus j'ai de moins en moins d'occasions de pratiquer le vietnamien. En fait c'est difficile parce que quand tu baignes dans une autre culture, et bah t'as moins de raisons de pratiquer ta langue natale. Du coup quand tu parles vietnamien, et bah c'est assez maladroit, tu sens que c'est cassé quoi, tu vois. Ça te vient pas naturellement et c'est hyper frustrant parce que t'arrives à comprendre et encore tu sais que tu connais des mots mais en fait ça te vient plus naturellement. C'est passé du vocabulaire actif ou passif. Donc voilà, je suis vraiment reconnue en elle. Après voilà, elle montre à la fin que c'est pas parce qu'ils parlent plus trop la même langue qu'ils s'aiment plus et que l'amour peut passer autrement, notamment au Vietnam, la nourriture. Il y avait plein d'anecdotes autour de la nourriture, ça me donnait trop faim. J'étais, oh ça c'est vrai que c'est trop bon et tout. Et du coup, je me suis fait la réflexion, mais le Vietnam a l'une des meilleures cultures culinaires pour moi. Il y a trop de bangers en fait. Bref. Et donc, on va suivre de jeunes personnages. On a Freddy, on a sa cousine, je sais plus comment elle s'appelle. Et on a un autre mec, un autre jeune garçon. Du coup, on va voir comment ils se construisent au niveau de leur identité, comment ils essaient de s'affranchir en quelque sorte de leur famille, en tout cas des attentes de leur famille, des stéréotypes, des cases, des normes qu'ils peuvent apposer sur ces enfants-là pour faire valoir leur richesse et le fait qu'ils sont pas cantonnés à une seule case. Après, au niveau de la fantaisie, alors j'ai bien aimé parce qu'en fait ça a joué de manière assez subtile avec le fonctionnement de la langue. Il y a plusieurs fois où ça mentionne un peu les particularités de la langue vietnamienne et en fait ça agit comme des indices implicites pour nous mener vers une révélation à la fin par rapport à la fantaisie, au côté fantaisie. Et donc je trouvais que c'était un clin d'œil assez bien pensé. Maintenant, j'ai pas été plus conquise que ça par la fantaisie. Alors au niveau des contes, le conte il est vraiment cool. Le conte il nous est dévoilé au début dans le prologue et franchement c'était un moyen hyper cool pour attiser notre intérêt. Mais après, ouais en fait la fantaisie c'est vraiment très secondaire par rapport, comme j'ai dit, au développement des personnages. Après moi ça me va, même si bon voilà on est le mois de la fantaisie, du coup j'aurais voulu un peu plus au niveau fantaisie, mais le fait de découvrir des personnages avec des relations trop pipou autour de l'amitié, autour de la famille, de m'imprégner de la culture vietnamienne au pays même, genre
Ça c'était trop cool comme aspect et voilà. Donc j'ai quand même passé un bon moment. Et maintenant, je sais pas quoi lire. En fait, je sens que je me mets un peu la pression pour lire un maximum pour le mois de la fantasy. Là, du coup, comme j'ai dit, je veux lire l'intégrale de la saga Sœur de sang de Nikki Petro. Je pense que je vais attaquer le tome 2 maintenant. Après, ouais, il y a la rage des dragons et peut-être une autre, une dernière petite catégorie à cocher pour le mois de la fantasy, ça serait cool. Mais j'avoue que ouais, j'ai l'impression de mettre beaucoup la pression, surtout que là on est bientôt le 20 mai quoi. Je pense que je vais prendre peut-être une petite pause, genre une pause de 24 heures à peine. Et aussi parce que je vais me consacrer au montage de ma vidéo pour dimanche. L'autre fois je vous ai dit que je voulais sortir 2 vidéos par semaine, en fait c'est pas possible. C'est pas possible. Là je voulais préparer ma vidéo pour mes 3 livres préférés de tous les temps pour mercredi, mais j'aurais pas le temps. Enfin, c'est pour demain, j'ai pas encore fini le montage, donc je pense que ce sera pour dimanche. Et ça me laissera le temps pour faire mes vidéos sur The Poet Empress parce que j'ai toujours pas commencé la rédaction. Voilà, en fait j'ai envie de faire plein de trucs au niveau de la chaîne. Je sens qu'il y a, voilà, il y a une bonne dynamique pour l'instant, je suis dans un bon rythme et j'ai envie de garder, ça me motive. Mais en même temps, j'ai même pas encore fait mes posts pour Instagram. Ça fait longtemps, ça fait plus d'1 mois. J'ai pas encore fait mon bilan d'avril alors que j'ai fait de super bonnes lectures, dont The Poet Empress. Mais j'ai trop la flemme parce que ça prend trop de temps. Et j'ai pas tant de vues que ça, je crois. Donc bon, pour l'instant, la priorité c'est sur la chaîne YouTube, parce que j'aime trop. Et voilà, j'arrête de blablater, et je vous reprendrai pour la prochaine lecture. Et je vous reprends très rapidement pour un petit update. On est le jeudi 21 mai, et je suis éclatée. Je sais pas ce qui m'arrive cette semaine, je suis éclatée. Je crois que c'est parce que j'essaie de me lever tôt pour pouvoir faire d'autres choses avant d'aller bosser l'après-midi. Et du coup, après, je manque d'heures de sommeil. Parce que je me mets pas au lit si tôt que ça. Donc voilà, je perds des heures de sommeil, mais j'ai envie d'être productive. Là, j'ai passé la matinée à la boulangerie pour me poser, pour pouvoir enfin faire mon texte sur The Poet Empress pour ma vidéo coup de cœur. Et je suis trop contente, j'ai pu écrire 4 pages. J'ignore totalement la durée de la vidéo, mais je suis trop contente. Après, j'ai pas l'impression que j'arrive à être aussi approfondie que je l'aurais voulu, mais en même temps, ce sera une vidéo non spoil, donc c'est difficile de fournir quelque chose d'approfondi sans spoiler. En fait, j'ai l'impression un peu d'écrire mon mémoire sans vraiment la pression qui va avec, hein, évidemment, mais en plus, dans un mémoire, tu peux spoiler l'œuvre en question, mais là, tu peux pas, parce que l'objectif, c'est de vous convaincre de le lire. Donc voilà, j'ai l'impression d'être vraiment en surface, malheureusement, mais du moment que j'arrive quand même à... Ça va être compliqué, je suis fatiguée. Du moment que j'arrive à transmettre mes idées et à vous donner envie de le lire, peut-être, c'est l'essentiel. Et voilà, genre ce matin, j'ai fait la partie sur la politique, sur la condition des femmes. J'ai commencé sur autour de l'accès à l'éducation. Et après, je vais parler de choses un peu plus doux, enfin entre guillemets, enfin des choses, les choses qui m'ont vraiment vraiment bouleversée. Et du coup là ce sera la partie la plus intéressante où là je vais être un peu moins, comment dire, un peu moins carrée. Et là je pense que je vais surtout parler au fur et à mesure de mes sentiments parce qu'il y a beaucoup de sentiments que j'ai envie de déverser. Et voilà, du coup il y a ça. J'ai bientôt fini tout le travail autour de ma vidéo sur mes 3 livres préférés ever, qui est une vidéo qui me tient énormément à cœur également. Vous avez d'ailleurs un petit indice dans le background, voilà. C'est une vidéo ouais, dont je suis quand même assez fière. Je parle beaucoup pour une vidéo où je parle de 3 livres et demi. Mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher et j'espère que ça vous plaira. Mais je suis quand même contente de pouvoir enfin rendre hommage à des œuvres qui, voilà, qui ont façonné mon identité, qui font partie de ma vie de manière plus que fictive. Et j'ai commencé La Rage des Dragons hier. Ouais, je suis bientôt à la page 100, je suis à la page 99. Et j'aime trop, franchement, le début de ce roman, c'est un truc de malade, c'est dinguissime. Enfin, en fait, ça va combat sur combat, t'es paumé, tu saisis pas encore trop les enjeux. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le camp des méchants. Mais en même temps, ce qui leur arrive, c'est horrible, mais en même temps, il les cherche quand même. Enfin, voilà, du coup, j'ai l'impression que peut-être l'auteur, il va basculer un peu les perspectives au niveau de l'histoire. Mais j'aime beaucoup les personnages et la manière dont la guerre est dépeinte. C'est brut, c'est très sauvage, mais en même temps, il y a un côté un peu stylé. Il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, un peu viril. Genre, tu sens que ça sue, ça transpire de partout, il y a des muscles et tout. Enfin, bref, je sais pas trop comment dire. Mais pour l'instant, j'aime bien.
Et là, je suis fatiguée. J'ai pas les idées très claires. Je sais pas ce matin. Genre, je pense que je vais faire une sieste dans le bus après, hein, mais j'aimerais avancer un max, quoi. Parce qu'après, j'aimerais lire un autre roman aussi. Mais je suis fatiguée, je sais pas. On verra pour la suite. Les gars, je suis archi frustrée parce que du coup il faut que j'attende demain pour continuer parce que ce soir j'ai pas le temps parce qu'il faut que je fasse la miniature pour la vidéo de dimanche et demain soir et samedi soir j'aurai pas le temps. Donc il va falloir que je m'occupe ce soir pour vraiment préparer et terminer la préparation de la programmation de la vidéo. Bref, voilà, vous m'avez compris. Et du coup je peux pas continuer mais j'aime trop. J'aime trop. Il y a mon personnage chouchou qui est mort brutalement, je m'attendais pas, j'ai gasp, j'étais what the fuck. Et après il se passe des trucs. C'est pas des trucs de ouf, mais ça arrive à mettre en scène des choses badass. Et ça joue trop dessus et ça joue trop bien dessus. Et du coup, j'aime trop. J'espère que le héros, il va pouvoir se venger, quoique. Il veut se venger d'un personnage parce qu'il le considère comme fautif, mais tu sens que ce personnage il a un meilleur fond que les autres méchants, donc j'espère que le héros va lui accorder une chance et j'espère qu'ils vont devenir potes et bros. Et voilà, mais franchement j'aime trop, je comprends pas trop l'univers, enfin je me mélange un peu dans les termes et je sais pas où on va, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est imprévisible et tout peut arriver. Tu sens que n'importe qui peut mourir, tu sens que le héros, bah, là en fait il a essayé de faire un truc et ça s'est mal passé, du coup t'es un peu dégoûté, c'est un peu amer et tout, donc tu sais que il peut se passer plein de choses, plein de trucs horribles et tout, et j'aime trop, voilà. Du coup j'ai trop hâte de continuer, c'est tout, mais je peux pas là, je peux pas, faut que je fasse le montage. Bref, c'est tout. Je vous ai dit que j'étais crevée en ce moment, mais ça m'a redonné la pêche. Voilà, donc c'est cool. Hello, on est le dimanche 24 mai et je ne vous ai pas repris depuis quelques jours parce que j'ai pas eu le temps de lire avant-hier, c'est parce que j'étais en train de mourir à cause de mes règles. C'était horrible et du coup j'étais pas vraiment dans l'humeur de lire. J'ai un peu avancé dans la Rage des Dragons, mais pas beaucoup et ça me frustre parce que du coup hier aussi bah, j'étais occupée, je suis sortie avec des amis et tout. Là j'ai envie de reprendre mais pas tout de suite parce que là je suis au parc de la Tête d'Or. Je vais essayer de faire des photos pour The Poet Empress, pour Instagram, pour faire un post en son honneur. Et comme au parc de la Tête d'Or il y a de bons spots, et bah comme ça bah, j'en profite. Voilà, et ça fait trop du bien parce que j'ai l'impression d'être en vacances parce qu'il fait beau. Il fait pas trop chaud, il fait chaud mais pas trop, ça va. Et du coup ça fait trop du bien, j'ai l'impression d'être en vacances et ça fait du bien, voilà je le redis. Et après cet après-midi je vais me poser dans un bubble tea et je vais travailler, continuer à travailler le texte pour The Poet Empress. Et aujourd'hui sort également l'une de mes vidéos préférées ever, la vidéo sur mes 3 livres préférés de tous les temps. Je vous invite à aller le voir parce que c'est très important pour moi. Voilà, voilà, maintenant je vais prendre des photos et je vais me promener, je vais profiter des fleurs. Putain, il y a de bons spots là-bas. Le plus dur pour faire les photos, c'est de se restreindre parce que du coup, je vais multiplier les clichés et je ne saurais pas lesquels choisir. Mais j'ai envie de faire la meilleure photo possible. Voilà, voilà.
les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce spot pour le livre? Il est pas mal, non? Je trouve que ça va. Genre, je voulais plein de fleurs et tout, mais là, avec une seule variété de fleurs, avec la colonne derrière, je trouve que ça le fait bien, ça rend bien justice au ton de l'univers. Voilà. Je pense que j'ai trouvé et après je vais prendre des photos de citations peut-être. Hmm, hmm, hmm. Je sais pas. Hey, on est le mardi 26 mai et je vous reprends rapidos parce que j'ai très envie de terminer la Rage des Dragons et là je voulais juste vous reprendre juste un peu, je sais pas pourquoi en fait. Mais là je vais attaquer les 100 dernières pages et j'ai hâte. Franchement j'aime beaucoup. Je vais pas trop m'attarder parce qu'après je ferai un bilan final mais plusieurs fois je voulais prendre la caméra pour vous dire oh il se passe un truc de malade, oh my god, ah. En fait c'est pas des trucs phénoménaux, tu vois, genre c'est des trucs, des rebondissements on les a déjà vus. Mais la manière dont c'est fait, la manière dont c'est amené, et c'est également une question de timing, là je suis dans le bon mood pour apprécier ce genre de choses, ça le fait, c'est un cocktail parfait. Genre je m'éclate, je suis prise dans les rebondissements, dans l'action, dans les moments stylés, même si c'est un peu cliché, mais ça marche, ça marche. Là on découvre également des trucs au niveau de l'univers, de la politique, qui se révèlent un peu plus shady que ce qu'on pensait, même si on s'en doutait dès le prologue en fait. De ce que j'ai compris, je crois il y a un deuxième tome, mais c'est que en anglais et je me vois pas le lire en anglais parce qu'il y a quand même pas mal de termes compliqués, je pense, parce que ouais, l'univers il est assez dense et complexe, donc je sais pas. Je verrai, ça dépendra de la fin du tome 1, mais ça me saoule parce que du coup je sais pas si le tome 2 va être traduit. Si oui, est-ce que ça va prendre du temps parce que en fait j'aime beaucoup l'univers et j'aime beaucoup les personnages. Et là j'ai peur parce que le héros, il veut tuer quelqu'un. Mais je suis en mode, mais lui ça peut être ton best bro en fait. Il a rien fait et je crois que j'ai même un crush sur ce mec qui veut tuer alors qu'il est apparu genre 2 fois. Mais je sais pas. Bref, en fait, c'est une question de vibe. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. Je crois qu'on n'a même pas eu de description physique vraiment. C'est juste, je sais pas, il y a un côté. Bref, voilà, je vais pas trop m'attarder parce qu'on s'en fout. Ah oui, et hier j'ai regardé le 9e épisode de l'Atelier des Sorciers et kifferé. Juste kifferé. Il était magnifique dans cet épisode. J'aime trop Agathe. Vraiment, Agathe, c'est ma fille, c'est mon trésor. En fait, son développement me touche particulièrement. Les autres filles sont hyper cool également, hein. Mais Agathe, il y a... En fait, elle me fait de la peine et aussi elle est trop forte et elle est inspirante. Et tu sens qu'elle a un potentiel de dévolution de malade. Et son amitié aussi qui se développe de manière assez progressive avec Coco. J'aime trop leur relation. Mais j'aime trop redécouvrir le manga à travers l'anime parce qu'il y a plein de choses que j'avais oubliées. Et là, redécouvrir les dynamiques et tout, ça me fait trop du bien. Et même l'animation, elle est magnifique et non mais kifferé. En fait, dans l'épisode, ce qui fait le charme de cet épisode et de Kifré dans cet épisode, c'est qu'on le voit en dehors de son rôle de maître plusieurs fois, ce qui est assez rare. Et du coup, tu le vois de manière plus personnelle, tu rentres un peu dans son intimité. Donc il y a un côté ouais, qui était assez fascinant, mais ça sonne un peu bizarre, mais voilà, tu sens qu'il y a un truc profond en lui. Voilà, j'arrête de babader. Je commence à avoir chaud, du coup je vais arrêter de parler pour pouvoir allumer le ventilo. Mais c'est un carnage cette semaine. Ah oui, et aussi cette semaine ça va être un carnage, mais la semaine dernière c'était également un carnage
au niveau personnel, enfin, il n'y a pas eu de truc horrible qui m'est arrivé, hein, c'est juste que j'étais fatiguée, je sais pas ce qui se passe, et là encore je suis fatiguée alors que je dors bien. En fait, ces 3 derniers jours, je sens une adrénaline monter comme si j'avais passé des nuits blanches, et c'est trop bizarre. Peut-être c'est parce que bah, j'étais un peu trop active, et encore, hein, vraiment, je suis pas du tout active comparée à plein d'autres personnes, et c'est pour ça que je sais pas comment les gens arrivent à tenir un emploi de temps chargé, une vie sociale chargée, parce que moi, il me faut des limites, et là, je pense que j'ai perdu l'habitude de sociabiliser, de sortir en dehors du boulot. Et du coup, bah, ça m'a laminé. C'est pathétique, hein. Mais bon, en plus j'avais mes règles et je vous jure, mais ça m'a terrassée, j'avais des nausées. J'arrivais pas à marcher alors que je devais marcher jusqu'à mon boulot et j'avais les jambes qui flageolaient. J'arrivais pas à avancer et j'ai... Bref, voilà. Je sais pas si c'est de l'endométriose et je vais faire un truc qu'il faut pas faire sur internet, c'est-à-dire demander des conseils médicaux. Mais est-ce que ce genre de symptômes, ça se rapproche un peu de l'endométriose? Même si ça m'arrive pas tous les mois, encore heureux. Mais ouais, y a des fois où vraiment la douleur me terrasse et j'ai envie de mourir. Voilà. Mais après, là, après ça allait mieux. Après ça allait mieux, j'ai un peu somnolé dans les toilettes. En fait, c'est vraiment mon médicament, c'est de me mettre dans les toilettes au cas où si j'ai envie de vomir. Et ensuite, je me mets par terre et je somnole un peu. Et après, ça part doucement. Voilà, j'ai fait plusieurs fois à la fac et tout. C'est terrible quand c'est en public, hein, mais bon, on n'a pas le choix. Waouh, j'ai vraiment dérivé. Mais du coup, je vais me remettre à Rage des Dragons. Ah oui, et un peu en lien avec Rage des Dragons, du coup, j'arrivais pas à lire. Et après, quand j'ai commencé à reprendre la lecture, après que j'allais mieux, bah, j'avais l'impression de ressentir un peu la douleur du héros pendant qu'il se battait et qu'il avait mal. J'étais ouais, mais moi aussi, je viens de passer par là et tout, alors que c'est pas comparable. Mais j'avais un peu l'impression de partager ce qu'il pouvait peut-être ressentir à ce moment-là. Mais après, là, il fait des trucs, mais t'es en mode, mais pourquoi? Mais en fait, ça va tellement loin. Il est vraiment prêt à tout pour sa vengeance, mais c'est un truc de malade. Mais bon, j'ai hâte de voir et j'espère que ça va pas tuer les persos que j'aime bien. Je sens qu'il va y avoir des morts. Il y a déjà eu une mort de personnage où juste avant, il y a 3 pages, c'est en mode oh le pépou, je l'adopte, il est trop mignon. Et là, voilà. C'est sûr qu'il va y avoir des morts et que ça va être un carnage. Et je vous reprends pour la fin et le bilan final. Quoi? Mais lui aussi, ma fardeau. Mais il est gentil. C'est un piège. C'est sûr que c'est un piège. Wesh, ça s'arrête. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Il y avait, il y avait un glossaire à la fin et je savais pas. Il est midi 6 et dans 20 minutes, il faut que je parte pour aller au boulot et j'ai pas mangé. En fait, j'étais trop prise et je voulais finir. Et, euh, et je vais pas trop tarder et en plus j'ai chaud. Et le tome 2. Et à chaud comme ça, et après je ferai une critique plus construite parce qu'il y a pas mal de choses à dire.
En fait, c'est très guerrier, c'est très martial, c'est très badass. Après, parfois je sens que c'est un peu forcé, tu vois, ça fait un peu shonen mais en plus gore. Enfin, il y a des mises en scène, un peu des répliques, ça fait un peu forcé au niveau de la badasserie, au niveau de ouais, regardez comme je suis classe, regardez là c'est super stylé et tout. Mais ça marche avec moi, après parfois j'adhère pas forcément beaucoup. Mais globalement, franchement, non. Franchement, la fin, elle est quand même stylée. Après, genre, il y a une victoire. En fait, je suis là, c'est vraiment à chaud comme ça, hein, c'est pour ça que je suis un peu bouillonne. Mais la progression du héros, tu sens que l'auteur veut faire une sorte de héros surpuissant, un peu à la Berserk. Vraiment, si vous connaissez Berserk, un peu comme Guts, où il a traversé l'enfer de manière littérale. Du coup, il en est devenu surpuissant, mais également déshumanisé en quelque sorte. Et il a du mal à reposer avec son humanité, avec sa vulnérabilité, même si ça perce parfois. Et quand ça perce, et ben, ça peut faire assez mal. Du coup, il se dresse une certaine carapace. Le truc, c'est que, genre, il y a des victoires à la fin, je suis en mode, ouais, mais c'est pas trop réaliste, enfin, je sais pas, c'est un peu forcé, c'est peut-être un peu trop rapide. Même si la mise en scène est classe, et c'est un peu satisfaisant, mais c'est un peu forcé, quoi. Je sais pas, au niveau de l'échelle de puissance, voilà. Mais, franchement, ça marche, et la fin, elle est amère, elle est trop bien. J'ai pleuré, je m'attendais pas à un truc comme ça. Ce qu'il y a autour du cycle de la violence, de la haine, de la vengeance, j'aime trop ce propos, et tu sais, ça te serre le cœur et t'as mal à la gorge, t'es en mode putain, mais c'est tellement cruel. Et comment on fait pour s'en dépatouiller? Parce que dans les deux camps, en fait, il n'y a pas de bon ou de méchant. Et encore, moi j'ai l'impression qu'on est du côté des méchants. Mais c'est dur parce que t'as un fardeau, tu dois défendre des peuples avec l'héritage de tout ce que tes ancêtres ont fait, même si c'est pas toi, mais du coup, tu dois peut-être perpétuer cet héritage-là pour défendre ton territoire, parce qu'il y a trop d'enjeux qui te dépassent. Et il y a également des quiproquos, enfin des choses, voilà, c'est pas très optimal pour un happy ending. T'es forcé de prendre des décisions monstrueuses, mais en même temps, bah, bref. C'est trop, en fait, c'est bien fait. Voilà, j'ai arrêté de blablater, faut que je me prépare. Et waouh, 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 c'est tout. Je vais arrêter. Je vous retrouve enfin pour le dernier jour de ce vlog. On va enfin conclure cette vidéo qui s'est déroulée sur 2 bonnes semaines. J'ai besoin de faire une pause en fantaisie, voilà, et je pense que je vais me pencher plus sur des mangas, je vais faire un vlog spécial manga et tout, ça va être trop bien. Mais avant ça, on va enfin parler de La Rage des Dragons de manière un peu plus posée et approfondie. La Rage des Dragons de Evan Winter, publié chez Rivage. Voilà, j'ai pas mal aimé. Comme je vous l'ai dit, ça a été une semaine où j'étais très fatiguée, mais quand je me replongeais dans La Rage des Dragons, ça me donnait une peps, ça me redonnait de l'énergie, je sentais que je revivais de nouveau. Donc voilà, vraiment merci, c'est tombé au bon moment. Alors honnêtement, au début, quand j'ai commencé, j'ai un peu hésité parce que bah, c'est pas que j'étais un peu blasée de la fantaisie à ce moment-là, mais je sentais que je me forçais un peu pour le mode de la fantaisie parce que je voulais cocher le plus de cases et que j'avais un peu la pression parce qu'il y avait pas mal d'autres choses à faire à côté et tout. Du coup, j'étais rentrée dedans en me disant putain, je sens que c'est peut-être pas le bon timing en fait. Je vais peut-être me forcer, mais vas-y, peut-être que ce sera une bonne surprise. Et effectivement, c'est une bonne surprise, du coup, je suis trop contente. Donc pour l'histoire, en gros, on va suivre le peuple qui s'appelle Omei, qui se bat depuis des centaines d'années contre des peuples qui le définissent comme sauvages. T'as les castes de la noblesse, des castes qui sont considérées comme supérieures, qui peuvent avoir plusieurs pouvoirs. T'as les femmes qui sont en quelque sorte des sorcières, qui peuvent invoquer des dragons, qui peuvent insuffler de la force aux hommes nobles pour qu'ils prennent une apparence de colosse et leur doter d'une force physique assez exceptionnelle. Et t'as des gens qui sont issus d'une caste qu'on dit d'inférieure. Du coup, eux, c'est un peu considéré comme du bétail dans la guerre. Genre, c'est les premiers à être sacrifiés, on s'en fout un peu d'eux et sont considérés comme moins que rien. Et on va suivre To Solarine, c'est un jeune héros qui vient de la caste des inférieurs. Et lui, son but, c'est de ne pas être envoyé au front. Donc il va dresser un stratagème pour faire en sorte d'être blessé, pour être considéré comme infirme et ne pas se mettre en danger, et pouvoir fonder une famille, vivre sa best life avec sa dulcinée. Mais après un certain drame assez horrible, To il va devenir obsédé par la vengeance. Et du coup, son unique but à présent, c'est de devenir le meilleur guerrier pour pouvoir se hisser dans les rangs supérieurs, pour pouvoir atteindre les hauts placés qui sont les responsables de ce drame. Et du coup, son but, c'est de les tuer. Voilà.
et en même temps il va déjouer un peu les attentes concernant la caste des inférieurs parce qu'on dit qu'ils ont aucune chance face aux nobles parce qu'ils manquent de force par rapport à eux, ils n'ont pas de pouvoir pour décupler leur force et tout. Donc voilà, c'est un peu une épopée, en fait c'est une épopée qui est très guerrière, voilà, il y a plein de combats. Déjà je voudrais juste faire une petite mention au système de magie, c'était passionnant. Je crois que c'est un peu en arrière-plan, pareil avec les dragons en fait. Les dragons ils sont très secondaires, ils apparaissent occasionnellement et c'est peut-être un peu dommage, mais le propos autour de la présence du rôle des dragons, je trouve que ça, ouais, ça complexifie un peu cet univers par rapport à la morale de certaines personnes. Et ça c'est vraiment cool, notamment par rapport au camp dans lequel on est. Mais sinon pour le système de magie, je trouve que c'était fascinant parce qu'on savait jamais vraiment à quoi s'attendre, on savait pas quelles étaient les limites et la manière dont c'est exploité notamment à travers le personnage de To, c'était bien fait en fait. C'était bien fait pour créer un univers qui soit impitoyable, qui soit effrayant avec des moments très graphiques. En fait, c'est vraiment une dark fantasy, une high fantasy, high dark fantasy pour public averti parce que c'est quand même assez sanglant. En fait, c'est un monde qui, comme j'ai dit, c'est très guerrier. En fait, ça pue la testostérone. C'est des gros monsieur très musclés, bodybuildés, qui peuvent se battre, qui peuvent gagner en muscles, qui deviennent des colosses pour voilà tailler dans les rangs et tout. Et c'est impressionnant en vrai. Genre ça enchaîne combat sur combat, que ce soit en entraînement, que ce soit en compétition, sur le champ de bataille, que ce soit dans des mises en scène de massacres. Et du coup, voilà, il y a un côté un peu badass, un peu libérateur. Et c'est un peu ironique parce qu'au début de ce vlog, avec le chant de la lionne et du dragon, j'étais plutôt en mode ouais c'est bien parce que ça glamourise pas la guerre, c'est plus tempéré, c'est plus terre à terre, c'est plus réaliste, on sent l'horreur de la guerre et tout, c'est bien fait. Et là je suis en mode waouh c'est trop stylé et tout, il y a des combats de malades et tout, il y a du massacre, il y a du sang de partout, j'aime trop, il y a mes personnages chouchous qui meurent, bon, franchement incroyable. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que c'est contrebalancé avec un certain propos qui est poignant parce que ça montre comment la guerre peut déshumaniser et ça montre en fait ce cycle de la violence et de la vengeance qui se nourrit perpétuellement de d'autres tragédies, de d'autres massacres et on sait pas si ça va s'arrêter, on sait pas comment l'arrêter. Et tous ces sentiments un peu ambivalents, ça se concentre notamment dans le prologue. Vraiment, le début, il est incroyable, il est captivant, il te happe, t'es en mode mais ok, en fait tu sais déjà dans quoi tu mets les pieds. Il y aura des moments badass, mais il y aura également des sacrifices, il y aura des moments assez lourds et il y aura une certaine audace dans l'écriture des personnages qui sont moralement complexes, qui peuvent basculer vers quelque chose de très ténébreux. Notamment on va suivre un camp qui est le camp des Omeyi qui se battent contre les hordes sauvages entre guillemets. Et en fait on sent qu'on est un peu dans le camp des envahisseurs et donc, on comprend quand même le camp adverse quand ils viennent massacrer, quand ils essaient de reprendre leur terre, quand ils essayent voilà, de refaire justice pour leur peuple. Enfin, c'est horrible parce que c'est très sanglant et c'est très tragique, mais en même temps, tu comprends du coup, genre, il n'y a pas de bon, de mauvais. Tu comprends un peu les deux camps, même si c'est difficile. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est pas manichéen. Après, tout ce contexte politique reste très secondaire dans le tome 1, parce qu'on est plus focalisé sur la quête de vengeance de To qui pour des raisons personnelles il veut s'épanouir dans la guerre. En fait c'est pas pour voilà au nom du royaume, au nom de la reine, c'est vraiment parce qu'il veut acquérir de la puissance et avoir l'occasion d'aller buter les gens qui sont responsables de la tragédie et de sa souffrance. Donc il reste très centré sur ses intérêts et du coup on reste assez limité au niveau du déploiement du contexte politique. Mais il y a quand même des moments de réflexion assez poignants qui sont soulevés par d'autres personnages et qui essayent de faire prendre conscience à To que voilà, cette guerre dans laquelle il veut s'épanouir, en fait, ça englobe d'autres enjeux et ça englobe d'autres réflexions et ça peut également le détruire. Genre, est-ce que il faut être prêt à tout, à sacrifier n'importe quoi pour la victoire? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il est trop tard pour réparer les erreurs de nos ancêtres ou alors on doit perpétuer ces combats? Du coup, t'as toute une question autour de la déshumanisation par la guerre qui fait que ça rend les personnages assez complexes où ils doivent prendre des décisions qui paraissent assez immorales. Cette complexité au niveau des personnages prend également forme au niveau du système hiérarchique de la société avec la caste des nobles et la caste des inférieurs. En fait, ça imprègne tellement leur mentalité que il y a parfois genre des nobles qui ils sont très bons, ils sont très gentils, mais ils vont quand même être assez hautains. En fait, ils vont prendre pour acquis ce pouvoir qu'ils ont sur les inférieurs et le fait que les inférieurs ils sont inférieurs à eux. Du coup, il y a des moments où To va les remettre à leur place, par exemple, ou alors les nobles, ils paraissent un peu pathétiques, ils paraissent un peu ridicules, mais c'est réaliste
Et en fait, je sais pas comment dire, mais je pense à un personnage en particulier où vraiment je l'ai adoré. Genre, il y en a deux même. Il y a deux personnages nobles que j'ai adorés, mais il y a des moments où ils sont pathétiques, en fait, où ils sont lâches, mais ça va pas nuire à mon attachement pour eux. Au début, ça m'a un peu désarçonné. Je me suis dit, bah, il correspond pas trop à l'image assez noble, assez élégant, assez stylé que j'avais de lui. Mais en fait, après j'ai pris du recul et je me suis dit, ouais, mais en fait c'est réaliste qu'ils réagissent comme ça. Par exemple, dans un moment assez mortel, et ben il fasse preuve de lâcheté, où il a peur de perdre ses privilèges en y perdant la vie, par exemple, ou il a trop de fierté, du coup il ose pas se battre contre un inférieur parce qu'il a peur de paraître moins fort aux yeux des autres, et du coup ça va nuire à son image. Et du coup, c'est des choses qui le bouffent et qui le rendent lâche. Mais après, il va quand même rester droit dans certains moments. Et j'aime bien qu'il y ait ce genre de nuances réalistes chez un personnage et qui sont pas limitées à ces moments de faiblesse. Et au niveau réalisme, il y a également des moments qui te révoltent en fait, parce que la hiérarchie écrase les inférieurs à travers des mises en scène. Enfin, ça m'a choquée. Ça va nourrir nos sentiments de dégoût envers eux, de révolte, et notre impatience à l'idée de voir To en écraser quelques-uns. Mais donc pour revenir à To, qui est le protagoniste principal, alors au niveau de la gradation de sa force physique, de sa puissance, je trouve que c'est peut-être un peu forcé, je sais pas comment dire. En fait, ouais, j'ai un peu du mal à y croire, mais en fait, quand j'ai relu un peu, enfin quand j'ai relu les passages que j'avais, où j'avais marqué des petits trucs pour annoter avec des post-it, je me suis rendu compte que, en fait, il y a une belle progression au niveau de sa pensée, enfin une belle progression, c'est pas beau du tout, mais c'est bien progressif de manière réaliste, parce que après on est tellement plongé dans ces ténèbres que j'avais oublié qu'au début je m'étais attachée à lui parce que j'étais attendrie par un peu sa simplicité, par sa pureté, par le fait qu'il était tellement gentil et tellement serviable. Il y avait ce côté très innocent aussi, très insouciant. Et en fait, après le drame, j'avais complètement oublié qu'il était comme ça au début, parce que après, il se plonge tellement dans sa quête de vengeance et est tellement obnubilé par ça qu'en fait, il fait moins attention aux autres, à son environnement. Et au début, c'est assez satisfaisant parce qu'il va développer un peu un esprit shonen où il va essayer de se surpasser, il va faire plus d'efforts que les autres. Donc c'est un peu compréhensible qu'il progresse comme ça et qu'il devienne l'un des plus forts ever. Je comprends, mais après, ouais, c'est juste ouais, mon côté un peu plus pragmatique où j'ai un peu du mal à y adhérer. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, je suis prise au jeu. Mais en fait, c'est un esprit shonen qui est développé de manière très toxique, sans limite, qui l'obsède en fait, et du coup qui va le détruire petit à petit, parce qu'il écoute pas ses limites, il se confie pas, il refuse l'aide des autres, il fait complètement à sa guise, et du coup il garde sa distance avec les autres, ce qui va accentuer sa solitude. En fait, il est tellement aveuglé par sa vengeance que parfois t'as envie de le secouer. Mais en fait, il est tellement, il est sanguin, il est impulsif, et ça vient également de son environnement, de ses traumas, parce qu'en fait, il se cache derrière la violence pour revendiquer une certaine puissance, parce qu'on lui a toujours appris que c'était la loi du plus fort, et que soit fallait être plus fort, soit fallait s'écraser, et quand il s'écrase, il peut perdre des choses ou des gens, et du coup, il a envie de fuir ce sentiment d'impuissance. Mais du coup, ça montre combien c'est dangereux et combien ça peut être déshumanisant de se battre constamment sans prendre du recul. Et en fait, To, il est tellement impatient qu'il prend pas le temps de prendre du recul. Il est tellement dans l'urgence d'aller commettre sa vengeance. Il vit que pour ça. Il a juste envie d'atteindre ce but le plus vite possible. Qu'en fait, il prend pas de recul, qu'il prend. Voilà, il se pose pas pour réfléchir. Parce que quand il réfléchit, il se rend compte un peu de ses limites ou de sa morale. Il a pas envie que tout ça le gêne. Et il est prêt à devenir un monstre pour ça. En fait, c'est une quête de puissance, mais qui est née d'une certaine détresse psychologique, d'une peur de se sentir faible, et du coup, ça perd peu à peu son sens. Enfin, oui, évidemment, quand il se rapproche peu à peu de son but, c'est quand même assez gratifiant pour nous. Mais en fait, tu sens que c'est poignant et qu'il se perd dedans, et plus tu t'attaches à lui, et plus tu le vois en train de développer d'autres relations où il peut s'épanouir. Mais il le refuse parce qu'il se renferme, et plus tu te prends de pitié pour lui, t'as envie que voilà, peut-être qu'il se libère un peu de sa vengeance, et puis tu te redemandes est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que voilà, ça vaut la peine de se détruire autant alors qu'il a déjà tant perdu? Et en fait, t'as l'impression d'être prisonnière, autant du contexte politique avec cette guerre qui semble inévitable, et qui semble tout aussi inévitable que du coup la vengeance de To, et du fait que en fait c'est comme une fuite en avant, parce que il va constamment repousser ses limites pour essayer de progresser le plus vite possible, pour essayer de combler ses lacunes, combler la distance en termes de pouvoir, de puissance, de rang avec les nobles pour pouvoir les atteindre. Et en fait, il est tellement désespéré qu'il en vient à des trucs, mais c'est suicidaire, franchement. Après, il y a également des liens qu'il va quand même développer. Il y a notamment sa romance avec une amie d'enfance, je crois.
C'est assez mignon, franchement, pour le coup ça m'a pas dérangé même si j'aime pas trop la romance de base, mais ça restait secondaire et puis bah en fait c'était cool parce que dès le début tu sais qu'il est amoureux d'elle et que tu sens qu'ils étaient quand même déjà assez proches et tout, du coup voilà, il y a pas trop de prise de tête et c'est assez mignon. Il y a également des bromances qui se développent dans l'adversité, le fait qu'ils partagent cette même injustice par rapport aux classes parce qu'ils sont des inférieurs. T'as des enemies to bro, je sais pas comment dire, mais genre ouais des ennemis de base ou des rivaux qui deviennent des frères d'armes. Et puis j'aime trop parce que du coup il y a vraiment cette fraternité, le fait qu'il n'y ait pas de compétition entre eux et qu'ils se soutiennent et qu'ils prennent à cœur les combats des autres. Il va quand même être gentil parfois avec eux et tu sens qu'il est quand même touché de leur attention. Et il y a quand même des petits moments où il y a des marques d'affection qui s'échappent de lui de manière spontanée parce qu'il voilà, il n'arrive pas à s'en empêcher. Et il y a des regains d'humanité en lui qui ressurgissent. Et tu vois à quel point ça fait du bien ces liens fraternels. Mais voilà, ça se combat avec sa quête obsessive de vengeance. Par exemple, il y a Udwak, genre c'était son ennemi de base et tout. Et petit à petit, voilà, ça va évoluer en respect, en fraternité. Et la manière dont c'est fait, j'aime trop. Franchement, je l'ai trop aimé, ça m'a fait sourire. Il y a Kélan aussi, Kélan que To considère comme son ennemi, mais en fait, toi, d'un point de vue extérieur, quand tu t'évalues, t'étudies de toi-même la situation, tu te rends compte que Kélan, enfin, il est sympa en fait, et il est très gentil. Et du coup, pendant tout le long, bah, en fait, To veut le tuer. Mais moi j'étais en mode mais non, mais il est gentil et tout. Et j'avais trop peur qu'il le tue, voilà. Pendant tout du long, j'étais en mode mais j'espère qu'ils vont devenir les best bourreaux. Ça reste très ténu, mais parfois il y a des petits moments très mignons. Enfin, très mignons, c'est quand même un peu gros comme mot. Mais c'est pas mal foutu et ça me titillait dans mon envie d'y voir une fraternité. Ah oui, et j'ai complètement oublié de le mentionner, mais du coup on peut le considérer un peu comme une fantaisie d'inspiration africaine, parce que de ce que j'ai lu, le peuple qu'on suit s'est inspiré du peuple des Xhosa, Xhosa, qui est un peuple d'Afrique. Et c'est cool parce que dans ton imaginaire, du coup, bah, il y a que des personnages de couleur noire et bah ça fait du bien parce que bah faut toujours plus de représentation. Et c'est vrai que bah moi j'avoue j'ai encore ce mécanisme d'imaginer les personnages blancs par défaut. Et là le fait que bah on est que avec des personnages noirs, bah du coup ça permet de nourrir cet imaginaire et de décentrer par rapport à l'imaginaire occidental quoi. Il y a plein de moments qui rappellent Berserk, enfin il y a deux éléments principaux qui rappellent Berserk, les scènes de l'éclipse, voilà, de l'arc de l'éclipse, et le personnage de To qui rappelle pas mal Guts, le fait que voilà, il se plonge dans la vengeance, hyper ténébreux, il est hyper détruit, brisé par des pertes. Je sais pas si l'auteur s'est un peu inspiré, est fan de Berserk ou pas. Sinon, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir de manière un peu moins positive. Il y a des moments un peu trop forcés au niveau de la badasserie, comme j'avais dit. To, parfois, il te lance des répliques en mode waouh, regarde comment il arrive à clasher les gens. En mode, un moment, je sais plus, il y a quelqu'un qui lui demande son nom et il répond la mort en mode je vais te tuer et tout. Et parfois ça marche, au début ça marchait bien, j'étais en plein dedans, j'étais en mode wow, c'est trop classe. Au bout d'un moment ça devient un peu redondant, ça devient un peu entre guillemets puéril, en mode ouais bon. To il ça raconte beaucoup, voilà il est très confiant et il est très téméraire, il n'hésite pas à provoquer les gens et ça montre à quel point en fait il est également autodestructeur, il a plus de limites, il a l'impression qu'il a plus rien à perdre et il veut tellement se venger quoi. Mais du coup d'un côté parfois c'est classe, parfois t'es en mode c'est peut-être un peu forcé, quoi, tu vois. Mais bon, après, l'auteur, il s'est fait un kiff, tant mieux pour lui. Franchement, la technique de combat que To, il développe, c'est très classe. Franchement, waouh. En fait, visuellement, c'était très satisfaisant. C'était pas mal stylé. Après, j'aurais aimé que les personnages féminins soient mieux mis en avant. En fait, je trouve ça dommage que ce soit juste les hommes qui peuvent prendre de la puissance physique, qui peuvent devenir des colosses. J'aurais trop aimé que ce soit également les femmes, mais les femmes sont cantonnées encore une fois un peu à ce rôle de magicienne, de sorcière. Je trouve que c'est un peu cliché. Alors que dans le camp adverse, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus égal, beaucoup plus mixte parce que les femmes, autant que les hommes, peuvent aller au front et se battre. Et à un moment, t'as un personnage féminin, c'est une guerrière, elle est trop badass et tout, mais c'est du camp adverse. Et raison de plus pour que j'ai envie qu'on s'intéresse au camp adverse et qu'on s'y plonge un peu et que peut-être on crée de nouvelles affinités avec eux parce que ils ont l'air trop classe. Et le peuple des Oméi, là, qu'on suit, ont beaucoup à apprendre. Les femmes, du coup, elles sont vraiment assez secondaires, elles sont en arrière-plan, à part vers la fin, où la fin, c'est phénoménal. Mais à voir avec le tome 2. Sinon, ouais, pour la fin, il y a des mises en scène qui sont puissantes. Et on a
une qui est assez stylée, badass, il y en a une qui est déchirante, à laquelle je m'attendais pas, il y en a une qui est très poignante où en fait ça m'a laissé avec un sentiment d'impuissance par rapport encore une fois au cycle de la violence, de la vengeance, avec cette douleur où t'as l'impression que t'es poussé à constamment aller de l'avant jusqu'à te perdre toi-même. Et la manière dont c'était écrit, en fait, ouais, il y avait des moments, je sais pas comment dire, c'était stylé, pas dans le sens c'était badass, mais c'était bien écrit, c'était bien retranscrit, où tu sentais vraiment tout ce pouvoir, toute cette densité au niveau de, je sais pas, de l'histoire, de l'héritage laissé, du fait qu'ils doivent composer avec, et c'est tellement lourd. Et franchement, j'ai vraiment ressenti, j'avais l'impression de partager avec eux ce poids tellement écrasant. Donc voilà, j'ai passé un super moment et j'espère que le tome 2 va pas trop tarder en français, sinon je le lirai en anglais. Mais concernant le tome 2, j'ai pas mal d'attentes. J'espère qu'on va explorer d'autres contrées, d'autres cultures, que avec la fin du tome 1, on va plus s'ouvrir au niveau de la politique, on va plus s'immerger dedans pour y découvrir plus de nuances, être baigné un peu plus dans les complots politiques, parce que là on était vraiment dans l'entraînement de Tau. J'espère que les amitiés qui sont tissées vont continuer à éclore, d'être approfondies. En fait, ici, il y a des personnages qui sont très attachants, mais je sens qu'il me manque un truc pour que je sois vraiment attachée à eux. J'ai envie que Sid meure dans le tome 2, ce que j'espère, et en même temps ce que j'espère pas. Parce que d'un côté ce serait poignant et ce serait marquant, mais d'un autre côté, bah ça ferait mal. Bah j'espère que ça me fera souffrir, tu vois, s'il meurt. Mais Udouak, j'aime beaucoup déjà. Franchement, il est trop mignon. Il y a une petite scène à la fin, il est trop mignon. Après, il y a les autres personnages, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont trop gentils. Ils ont quand même leur charme. Il y en a un, c'est un peu plus secondaire. Voilà, c'est un peu plus difficile pour moi pour l'instant. Mais j'espère vraiment que dans le tome 2, je m'attacherai encore plus à eux, qu'ils sera encore plus approfondi. Pareil avec ouais, les bromances qui n'ont pas encore eu le temps d'être développées. J'espère vraiment que du coup, ils vont pouvoir être approfondis. J'ai hâte de voir l'évolution de Tau, vu la fin du tome 1. Voir s'il va encore plus sombrer ou alors s'il va y avoir une percée lumineuse. Ça pourrait être assez poignant. Il a commencé... En fait, c'est ça qui... Oh putain, c'est ça qui est poignant. Je vais pas spoiler, mais en fait, ouais, à la fin du tome 1, euh, il y a eu des remous et après il y a eu des trucs. Et voilà, et c'est amer et j'aime trop ça. J'espère évidemment que la reine sera plus mise en avant parce que là, bah, elle a paru genre 2 fois. Elle a pris plus d'importance à la fin du tome 1. Et du coup, j'espère que dans le tome 2, bah, elle sera encore plus importante parce que je trouve qu'elle a un potentiel de malade. Aussi d'autres personnages féminins. J'espère vraiment qu'il y aura d'autres personnages féminins qui soient vraiment fortes et qui soient vraiment bien développées. Et voilà, j'ai enfin terminé pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi, bilan final, bah du coup j'ai pu lire 3 livres, j'ai pu cocher 3 cases. Je sais plus les intituler des cases, bon je verrai. Du coup ça me fait combien de cases? Ça me fait 4, après je vais dire 5 pour la trilogie Sœur de Sang, même si j'ai lu que le premier tome, on va dire 5, ok? Ouais, je suis pas trop contente de moi, honnêtement. Je pensais un peu plus, mais en fait j'ai vu trop gros. Enfin, en fait, mai est passé super vite. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait plein de jours fériés ou quoi, mais sinon, au niveau bilan de ce vlog-là, c'est vrai que c'est dommage parce que les 2 premières fantaisies de ce vlog, bah, c'était moins axé sur la fantaisie que sur bah, l'histoire des personnages en eux-mêmes. Et bon, c'est un peu dommage pour le mois de la fantasy, je suis quand même restée sur ma fin au niveau ouais, du développement, du world building, mais ça s'est rattrapé avec la rage des dragons où là, bah, c'était foisonnant de détails, où c'était dense, c'était riche, parfois je me perdais, je me mélangeais les termes, je savais plus qui était qui, et ça c'est bien, j'aime bien. Mais après, voilà, enfin c'est pas grave parce que pour le chant de la Lionne et du Dragon et pour The Crossbow of Destiny, il y avait d'autres charmes et j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai rencontré des personnages qui sont super cool, donc voilà, aucun regret, ça c'est pas grave. Et du coup, la rage des dragons, ça m'a un peu fait réfléchir sur mon rapport avec la manière dont pouvait être dépeinte l'amitié, parce que comme je vous l'ai dit, ici, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'effusion affectueuse, mais aussi ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y avait pas d'équilibre avec du angsty. Ici, il y en a, tu vois, et, par exemple des bromances qui peuvent être assez compliquées au début, même progressivement, il y a des moments assez durs parce que To, voilà, c'est un personnage qui est torturé, blablabla et tout, et du coup, ça te maintient en haleine, c'est angsty et j'aime trop, alors que là, c'est vraiment très nounours en fait. Et c'est très bien parce que ça, du coup, ça constitue un safe place, ça constitue un comfort book. C'est vraiment cool, c'est très cosy. Mais du coup, il me manque un truc pour me challenger un peu dans mes émotions, pour me titiller, pour me frustrer et tout.
Et je pense que c'est ça qui me manquait malheureusement pour contrebalancer avec tout ce débordement d'amour. Mais voilà, du coup, ouais, je pense que voilà, pour qu'il y ait de l'amitié, que j'adhère et tout, faut quand même que je souffre un peu. C'est ma faute, enfin c'est juste moi parce que bah, j'aime bien souffrir, hein, je suis juste... C'est mon côté maso, voilà. C'est pas la faute du roman. Mais voilà, donc je suis trop contente, je suis très contente de ce vlog. Je suis très contente de le terminer. Je pense que bah, du coup je vais terminer à temps parce que je vais le sortir le 31 mai. Donc pile pour le dernier jour du mois de la fantasy. C'est tout bénef. Ensuite, je me pencherai enfin sur la fin du texte pour des Poètes Empress. Je vais tourner, je vais la monter, j'espère pour la semaine prochaine, sinon bah, j'ai pas de vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez participé au mois de la fantasy? Quelles ont été vos lectures? Est-ce que vous avez pu découvrir de nouveaux univers hyper enchanteurs, hyper agréables que vous me conseillez? Moi, je vais faire une petite pause. Bah non, j'ai encore Sœur de sang à lire. Je vais quand même faire une pause pour lire des mangas parce qu'il y a plein de mangas qui m'intéressent. Ensuite, je reprendrai du poil de la bête pour replonger dans des fantaisies parce que ça reste mon genre préféré. Et je suis trop contente, franchement, je suis trop contente d'avoir terminé ce vlog avec une lecture aussi coolos. Comme vous avez pu le voir avec mes réactions, j'ai passé un trop bon moment et ça m'a permis de vaincre ma fatigue et le temps, la période des règles et tout. Donc voilà, merci encore, je vous laisse et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures, que ce soit en fantasy ou d'autres genres. A bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut!